bienvenue dans la chaîne Nébulaire, une chaîne dédiée à Saint Seiya. Et comme j'aime faire les choses dans l'ordre, on va causer du début du manga via le Galaxia Noir et de ses participants. En 1986, Masami Kurumada redouble d'efforts sur son nouveau manga. Il compte bien l'emmener aussi loin qu'un Kojiro ou Rinnikakiro, si ce n'est plus. Les deux anciens succès majeurs de l'auteur. Notre mangaka a plusieurs résidents en tête pour sortir du lot, ainsi il utilise la mythologie grecque. Sur les armures, enfin les claws si vous préférez, il révéla s'être inspiré des illustrations de Sexy Robot de Hajime Sorayama. Le manga débute le 3 décembre 1985 et fait même la couverture du Weekly Shonen Jump. Tous les voyants alors sont au vert et le manga fait un carton. Kurumada a choisi soigneusement les constellations utilisables pour son récit et fait s'affronter de jeunes garçons. Quelques éléments sont repris sur d'anciens mangas à succès. On notera la grande ressemblance justement entre Saori Kido et Yoko Shirakei du manga d'Atishita Nojo, deux femmes prêtes à en découdre pour organiser des combats et pouvant parfois même donner du fil à retordre aux héros. Les lecteurs en redemandent et c'est alors que se greffe dans l'équation la Toei Animation ainsi que Bandai. Alors, petite anecdote sur les produits dérivés, mais Masami Kurumada avait lui-même anticipé les produits dérivés en proposant des schémas d'armure en fin de tome. Hiroki Goto, le rédacteur en chef du Weekly Shonen Jump, le confirma. Kurumada voulait utiliser ce qu'il appelle la voie royale, c'est-à-dire qu'il voulait utiliser les gimmicks issus des produits de Jump pour les associer à une stratégie commerciale visant à renfler son porte-monnaie. Devant ce concept ô combien révolutionnaire, Bandai voit l'occasion rêvée de vendre une nouvelle gamme de jouets. Mais pour cela, il faut rendre les armures beaucoup plus attrayantes. Les héros auront donc des armures beaucoup plus couvrantes, reniant ainsi une cohérence avec le manga qui indique que plus la classe est faible et moins le protecteur est protégé. Shingo Araki s'occupera de donner vie au personnage de Kurumada, avec le talent qu'on lui connaît. Takao Koyama, le scénariste, est d'abord assez perplexe, puisque auparavant il avait travaillé essentiellement sur de la comédie, mais pas que. Notons que dans le manga, Kido Mitsumasa a 100 enfants, et ce n'est pas repris dans l'adaptation animée. Pourquoi ? Pour moi, Saint Seiya est une œuvre qui met en scène différentes formes d'affection humaine, à savoir l'amitié, l'amour familial, l'amour fraternel, ou encore l'amour maître-apprenti. Cependant, en établissant le fait que tous les saints sont les enfants de Mitsumasa Kido, on supprime alors la distinction faite entre les différentes formes d'amour en ce qu'ils deviennent tous des frères et sœurs, vu qu'ils descendent tous d'un même père. C'est pourquoi je me suis dit que l'amour fraternel, la relation Shun et Iki pouvaient suffire. Et comment ne pas évoquer le génial Seiji Yokoyama, déjà connu par les spectateurs japonais pour ses formidables musiques dans la toute première série d'Arlok. D'abord content de retrouver quelques associés, notamment Morihiro, le producteur de TV Asachi, Seiji Yokoyama ne mettra pas longtemps pour donner sa patte à l'œuvre. Le thème de Pegasus Ryuseiken est une totale réussite. D'autres thèmes seront marquants durant le début de la série, comme l'émouvant thème du cygne. Le groupe Make-up fut très motivé par ce nouveau projet. Le Pegasus Fantasy dépasse largement toutes les espérances et il n'est pas rare aujourd'hui de le voir justement cité parmi les meilleurs openings de tous les temps. Le casting de Saint Seiya est un sans faute. A commencer par Toru Furuya, déjà connu à l'époque pour Iyumauchi dans Kyojin no Ochi et Amuro Rai dans la célèbre série Gundam, incarne à la perfection Seiya. Et il restera pour de nombreux spectateurs la voix emblématique du héros. Le regretté Hirotaka Suzuki incarnera le majestueux Shiryu, en lui conférant une droiture sans faille, à tel point que lorsqu'on regarde Ranma Demi, en version originale, lorsqu'il incarne le très loufoque Kuno, on aurait presque l'impression qu'il s'agit d'une auto-parodie de la plupart de ses personnages, tels que Tenshinhan ou Shiryu. Le comédien, dans une interview, indiquera conserver de grands souvenirs sur toutes les scènes qu'il a rejouées avec le regretté Kaneto Shirowaza, qui incarnait Mu, le chevalier d'or du bélier.
究極にまで高めたコスモで登れ竜よ天高く。 Koichi Hachimoto sera la voix glaciale de Yoga. Il n'a malheureusement pas eu la même carrière que les deux comédiens précédents, mais c'est l'un de ses rôles les plus connus avec Wakabayashi dans Captain Tsubasa, qui faisait notamment face à Kojiro, lui-même incarné par Hirotaka Suzuki. Le monde est vraiment petit. Maman! こっちへ来てはダメ。たとえ一人でも立派な強い子になると約束したのを忘れたの？ごめんママ。でも氷河はどうしても。 Shun, quant à lui, est incarné par le grand Ryo Horikawa. Je crois qu'on a tous été un petit peu surpris quand on a appris que c'était également la même voix que Vegeta dans Dragon Ball Z. Le timbre du personnage s'y à merveille à la sensibilité de Shun. Et le comédien ne manque vraiment pas d'humour. Il semble terriblement jaloux de l'attaque de son grand frère Iki par rapport à la Nebula Chen de Shun. Enfin, le puissant Iki est attribué à Hideyuki Hori, une voix que j'affectionne énormément. Je suis en totale admiration quand il crie le nom d'une attaque d'un de ses personnages. C'est juste éblouissant. Petite anecdote rigolote, mais c'est son frère Yukitochi Hori qui incarne Tatsumi dans Sanseiya. Ainsi, les rares scènes où ils apparaissent en même temps, ça sonne différemment du coup. Tatsumi! Et enfin, Keiko Han incarne Saori Kido, qui est également chanteuse, ce qui sera bien pratique plus tard dans la série. Son interprétation évoluera tout autant que Saori, ce qui est fort appréciable. Dans les rôles à m'avoir marqué jadis, il y a effectivement le rôle de Lala Sun, alias la sœur de Char, dans la série de Gundam. Elle fait face à Amuro, qui est justement joué par Toru Furuya. そうだよ。ララの言う通りだ。しまってもいいかい。聖夜を信じています。 Lors du premier épisode de la série animée diffusée au Japon, Kuromade se dit profondément ému par le résultat et de voir apparaître son nom dans l'écran de générique. Pour autant, l'adaptation prend quelques libertés. Dans le manga, par exemple, Yoga est envoyé par le sanctuaire pour mettre un terme aux agissements des autres bronzes, car il est en effet stipulé que les armures ne doivent pas être utilisées à des fins personnelles. Autre changement, mais mineur cette fois, le combat entre Ban et Jabu. Celui-ci est déplacé pour apparaître dès le premier épisode. Ainsi, le spectateur a le loisir de voir s'affronter deux chevaliers d'une manière assez spectaculaire. Ce sera hélas le seul fait d'armes notable de Ban du Petit Lion. Ce qui est troublant avec Jabu, c'est que le chapitre où il est disqualifié de l'intrigue est sorti le 15 avril 1986. La série ayant débuté seulement en octobre, le staff de la série a créé volontairement une petite ambiguïté nous faisant presque penser que Jabu était l'un des personnages principaux. Sérieusement, quand vous regardez l'épisode 1, vous n'avez pas l'impression que Jabu est l'un des personnages principaux ? Des années après, Masami Kuromada indiquera en effet avoir hésité à inclure Jabu dans l'équipe, mais que son caractère faisait doublon avec celui de Seiya. Dernière chose sur Jabu, le flashback du cheval a été déplacé bien plus tard dans l'adaptation, un choix fort judicieux qui permet à Athéna de se repentir. Mais revenons à l'histoire. Seiya, après s'être entraîné pendant 6 ans avec Marine, parvient à réveiller son Cosmo. Les Saints peuvent développer une force incalculable en faisant exploser l'univers dans leur corps. Vous l'aurez remarqué, là encore un nouveau changement. Le début du manga est différent dans l'anime. L'intrigue du manga commence avec 2 touristes totalement perdus en Grèce qui découvrent Seiya puis Marine en plein entraînement. Et ce n'est pas nécessairement un changement très bouleversant contrairement à Eolia, qui lui est présent dès le premier chapitre pour défendre Seiya des insultes sur ses nationalités japonaises. Il est mystérieusement absent du premier épisode pour n'apparaître qu'à partir du 16e. Nani ?
Seiya parvient à vaincre son rival Cassius, et avec une facilité vraiment déconcertante. Mais il devra s'incliner face à la terrible Shana bien décidée à venger son élève. Le tout en s'achevant par un match nul. Il y a beaucoup de choses à dire sur Shana, mais vraiment beaucoup de choses, mais ça sera pour plus tard. De retour au Japon, Seiya se heurte à un épineux problème, sa sœur a disparu. Saori, la petite fille de Kido Mitsumasa, que tout le monde déteste et ce pour d'excellentes raisons au début de la série, propose un deal à Seiya s'il remporte le tournoi. Le vainqueur se verra attribuer l'armure d'or du Sagittaire. La conférence de presse qu'organise Saori dans le manga est absente d'ailleurs. Tous les affrontements ne se valent malheureusement pas. Seiya qui a été entraîné au berceau des chevaliers montre ses talents face au très musclé Geki de l'ours. Yoga gèle tout espoir à Ichi de leader de l'emporter. Bien que présenté comme un professionnel de la torture, Ichi va grandement évoluer dans le manga, mais vraiment, le faisant même passer pour un grand sensible lors du tout début de l'Arcades lorsqu'il songe au sort d'Athéna. Bien que son combat soit relaté beaucoup plus tard, Nashi, quant à lui, brille par son absence de rôle. Alors, pour la petite histoire, Nashi, il est incarné dans l'épisode 61 par Takeshi Kusao, qui n'était pas encore aussi célèbre qu'aujourd'hui. Mais à cette époque, on pourra le retrouver chez le concurrent direct de Saint Seiya, à savoir les Samurai Troopers, alias les Samouraïs de l'Éternel en France, où il incarne le héros Ryo Sanada. Arrive enfin le spectaculaire combat Seiya vs Shiryu. Alors je pense que vous l'attendiez depuis un petit moment, mais bon, évidemment que c'est de loin le combat le plus populaire, le meilleur, enfin ce que vous voulez de cette partie. La droiture de Shiryu met en mal Seiya, ainsi que son redoutable bouclier. Avec sagesse et doublé d'un conte chinois, l'auteur parvient à faire renverser la situation avec Maestra. Si le combat aujourd'hui est considéré comme culte, c'est parce qu'il réunit pas mal d'ingrédients qui feront justement le succès de Saint Seiya. Déjà par rapport à l'émotion, il s'avère que le combat est incroyablement émouvant. On a vraiment beaucoup de la peine pour Seiya et également pour l'antagoniste à ce moment-là, c'est-à-dire Shiryu. Ce qui est probablement l'une des marques de fabrique de Saint Seiya aujourd'hui. Lorsqu'on retient Saint Seiya, ce n'est pas forcément aujourd'hui pour ses 5 héros, bien que je trouve parfois dommage, mais également pour ses antagonistes justement réfléchis, et avec leur background, avec leur histoire, avec le déroulement. Et justement, c'est en là qu'intervient Shunrai, la petite amie donc de Shiryu, le véritable couple du manga, de l'œuvre, puisque là on n'a vraiment aucun doute à ce sujet. Pour revenir donc au combat entre Seiya et Shiryu, donc effectivement, la fin ne manque pas d'intensité, surtout lors du dernier coup final, j'ai envie de dire, puisque Shiryu dispose d'un point faible bien spécifique, notamment au niveau de sa griffe, la griffe du dragon. Donc on aura plusieurs fois quelques antagonistes bien précis qui décèleront également ce point faible, à savoir Siegfried et Shura notamment. L'épisode, tout du moins le deuxième épisode donc entre Seiya et Shiryu, est malheureusement dirigé par Takei Isaichi, qui est un animateur justement qu'on retrouve que sur 2 épisodes, donc les épisodes 5 et 9 sur Saint Seiya. Alors j'ai appris en faisant cette vidéo justement, entre temps tout du moins, que c'était un nom d'emprunt, que derrière cette personne, derrière ce pseudonyme, se cachait le nom d'en fait ni plus ni moins de Mitsumi Inomata, donc une animatrice bien connue des fans de Tales of, et a priori c'était probablement l'un de ses premiers travaux, preuve qu'elle a énormément évolué entre temps si cela s'avère être vrai. Et c'est au tour de Sean de rentrer dans l'équation. Dans les épisodes précédents, la version française dirigée par Marc-François tombera dans le piège. Mais ils sont fous! Attendez! Vous ne pouvez pas vous battre sans vos armures! C'est de l'un... N'est pas une femme, tout du moins pas sur cette série. Face à l'intrépide Jabu, qui avait déjà fait ses preuves face à Ban, le sein de la licorne est totalement mis en pièces. La défense due à la chaîne d'Andromède est impénétrable. C'est un fiasco total pour notre petite licorne. Et au milieu de ce combat surgit tout à coup le chevalier. Et voilà, ainsi s'achève la toute première partie de Saint Seiya. À défaut d'être la meilleure, elle nous permet de nous familiariser avec cet univers. Alors à titre personnel, c'est probablement l'une des parties que j'aime le moins. D'abord, elle a été ultra rediffusée à la télévision à l'époque, dans les années 90, donc pas sûr que ce soit vraiment un argument valable, c'en est même pas du tout un.
mais c'est pas une partie que j'aime énormément. Il faut dire que le Nirvana, l'âge d'or de Saint Seiya, pour moi se situe avec 12 adversaires que vous connaissez, je pense, un peu tous. Mais il y a évidemment des moments de fulgurance sur cette partie. Par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec Seiya et Shiryu. Si certes, loin s'en faut, le combat entre Seiya et Cassius, c'est pas l'épisode le plus culte de la Terre entière, bien sûr, mais il a quelque chose de très symbolique aujourd'hui, d'une part, et d'autre part, le premier épisode de Saint Seiya, le premier dirigé donc par Shingo Araki, aujourd'hui encore on le regarde, mais il est magnifique cet épisode. Je veux dire, de bout en bout, l'animation, les dessins, c'est un régal pour les yeux. Donc déjà, rien que pour ça, c'était une très belle entrée en la matière pour cette série. Voilà, c'était ma petite vidéo sur Saint Seiya, sur le Galaxian War, donc j'espère que vous aurez apprécié les anecdotes et que ça n'a pas été trop dur de regarder jusqu'à la fin, tout simplement. Voilà, écoutez, je vous laisse regarder donc les nombreux caméos qu'il y a dans le public du Galaxian War, et puis moi je vous donne rendez-vous à très bientôt.